Aussi le film sur l'Iran, là. Lire Lolita à Téhéran. Ah, je ne connais pas. Ah, tu connais pas? Non? Alors? C'est un speech très drôle. C'est un film où, en gros, il fait la promotion de l'enseignement à certaines femmes en Iran. T'as compris, un peu façon féministe, quoi. D'un livre qui s'appelle... Lolita. Lolita. Bah, le fameux. Voilà, donc tu connais bien ce sûr, livre-là. bien sûr. Voilà. Dont les gens accusent un peu de pédophilie, un petit peu, parce que c'est une Oui, histoire bah- d'amour entre quelqu'un d'âgé et quelqu'un de moins bien sûr, âgé, bien sûr. sur une fille moins âgée. Et le film défend vraiment ça. Stanley Kubrick a fait un film là-dessus. Voilà. Hein. Alors je l'ai pas vu ce film-là, mais Ouais. mais en tout cas le film là, Lire Lolita à Téhéran, qui est actuellement en salle, il est vraiment très caricatural dans sa présentation, très très cliché, du genre on va leur faire lire ce livre qui va les libérer, ce livre très féministe. C'est au premier très degré, c'est pas. Ah non, c'est au premier degré. Ah, Ah non, c'est au premier degré, c'est ça. ça va émanciper les femmes de. Oui, alors il n'y a rien de mieux que les synopsis des films merdiques pour bien comprendre ce qu'ils veulent dire. Alors, Azar Nafis, professeur à l'université de Téhéran, réunit secrètement 7 de ses étudiantes pour lire ces classiques de la littérature occidentale interdits par le régime. T'as vu, ils ont pas honte, hein. Ils disent bien la littérature occidentale. Et puis c'est un monument, le Lolita. Attends, la suite, c'est encore plus drôle. Alors que les fondamentalismes sont au pouvoir, ces femmes se retirent leur voile et discutent de leurs espoirs, de leurs amours et de leur place dans une société de plus en plus oppressive. Pour elles, lire Lolita à Téhéran, c'est célébrer le pouvoir libérateur de la littérature. C'est extraordinaire, ça. Il y a tout, hein. Il y a 6 lignes et franchement, il y a tout. Alors, une vibrante ode à la liberté, mais c'est extraordinaire, ça. D'après le roman autobiographique de je sais plus qui là. C'est une dinguerie, hein. T'en penses quoi de ça? Après, on va parler de Fanon. On va parler un petit peu de Fanon. T'en penses quoi, Youssef? C'est le premier degré, ça, hein. C'est vraiment un gadget parce que j'ose quand même croire que les femmes de Téhéran placent leur liberté ailleurs que dans le fait de, alors que lisent que dans le regard. Oui, voilà, c'est ça. Il y a une littérature persane très ancienne ou actuelle qui est absolument formidable. Et c'est cette idée d'à chaque fois de voir que l'Occident est libérateur, il y a quand même un vrai problème. Les droits des femmes en Iran sont des droits tout à fait importants, mais ce qui est problématique, c'est lorsque c'est l'Occident qui va servir de modèle, de référence pour la défense de ses droits. Parce qu'on sait très bien que l'Occident ne défend aucun droit, que ce soit celui des femmes ou de quiconque d'autre. Parce qu'en fait, ce synopsis-là, on aurait pu l'entendre... Domination culturelle, impérialiste. On aurait pu écrire ce script pour n'importe quel pays arabo-musulman. Oui. C'est vraiment un script merdique, mais merdique, qui aurait pu être écrit il y a 20 ans sur le Maroc, sur l'Afghanistan, sur l'Algérie, sur tout ce que vous voulez, tous les pays arabo-musulmans, c'est le même script. Et j'ai l'impression, justement, en fait, ça témoigne d'un regard occidental étriqué, qui ne connaît strictement rien. C'est-à-dire, c'est vraiment qui ne fait même pas l'effort, je sais pas moi, d'aller... je pense juste une interview, une discussion avec une femme iranienne pourrait être beaucoup plus riche que cette lecture étriquée. C'est-à-dire que la femme iranienne n'existe que lorsqu'elle se libère de la misogynie, du patriarcat, de son régime, de ses hommes, des hommes de la communauté, de l'islam, bref, de tout ça, par le libérateur occidental. Alors c'est d'un fémonationalisme et d'un racisme qui est vraiment obscène. Moi je le trouve vraiment obscène. Moi ce film, j'ai même pas envie d'aller le voir en mode je vais voir un navet. Et je vous jure que j'ai même pas envie d'aller le voir pour rigoler parce que ça... non, mais d'autant plus que Lolita, c'est même pas une histoire de libération des femmes. Au niveau du droit des femmes, c'est comme tu l'as dit, c'est de la pédophilie. Hein. Alors le film de Stanley Kubrick, je l'avoue, est drôle. Hein, bon, il a un côté, mais c'est ça. La femme iranienne se libère par sa sexualisation par l'homme. C'est ça, c'est la sexualisation qui est toujours en cause. Et c'est ça le problème. Et elle se dévoile. Voilà, exactement. Voilà. Donc ça, c'est tous les relents colonialistes que l'on a vus en œuvre en Algérie. Hein, et la sexualité joue un rôle très important. La sexualité de la femme musulmane, c'est quelque chose qui fascine l'Occident, qui fascine l'orientalisme. De toute façon, c'est un des ressorts de l'orientalisme classique. Ça se voit trop. Je trouve qu'il y en a qui sont plus subtils aujourd'hui. Ils arrivent à être, les racistes un peu, on libère les femmes et tout. Il y en a qui arrivent à être un petit peu plus subtils. Et je trouve qu'ils sont peut-être plus efficaces. Mais ceux-là,
Ils sont plus subtils, ça veut dire qu'ils sont bons, hein, ça veut dire qu'ils sont plus malins dans la façon de présenter les choses. Tu vois, ils vont dire les femmes ont droit à leur lutte démocratique et tout. Oui, il pourrait très bien y avoir un discours sur l'égalité, des droits, etc. Mais placer ça sur le registre uniquement sexuel, c'est un vrai problème. Et qu'il y a une partie qui est vraie, parce qu'il est vrai que les femmes en Iran, même si elles ne sont pas que ça, et moi j'aimerais bien qu'on parle d'autre chose que ça, parce que... Comme un grand nombre de femmes dans le monde. Hein. Oui, d'ailleurs, toutes les femmes du monde connaissent le patriarcat et la misogynie, ça, il serait temps que les Occidentaux s'en rendent compte ici en France en premier lieu. Donc c'est même pas la peine de dire ah non mais c'est pas aussi grave. Non mais ils seront contents lorsqu'il y aura des sex shops en Iran, ils pourront dire que la société iranienne est enfin libérée. C'est obscène. C'est extrêmement grave parce que c'est une vision de la femme qui est réifiante de toute façon. Hein, et placer ça à ce niveau. Non, parce qu'effectivement il pourrait y avoir tout un discours. Et puis même l'égalité, je suis désolée, sur l'égalité, bien sûr. Les luttes d'égalité, et c'est là où, en fait, donner le crédit aux femmes iraniennes que vous donnerez au crédit des luttes des femmes en France. Les luttes des femmes en France, vous êtes bien d'accord qu'elles sont diverses, qu'elles portent sur des sujets très divers, c'est pas que sur la sexualisation, c'est sur la famille, c'est sur le travail, c'est sur tout ça. On dirait que les femmes iraniennes, c'est juste des espèces d'objets qu'on a voilés. Moi je trouve c'est faire fi des luttes véritables qu'il peut y avoir. Voilà. Et d'ailleurs il y avait un communiqué de femmes iraniennes qui justement s'indignaient lorsqu'il y a eu l'affaire de la jeune femme à l'université de Téhéran là. Oui, parce qu'elles étaient contre l'instrumentalisation qui était faite par les racistes et du coup elles avaient décidé de fermer leur compte Facebook parce qu'elles se disaient qu'au final tout ce qui a intéressé ici l'Occident c'était ça et que ça étriquait leur discours et que ça l'instrumentalisait à des fins racistes. Mais au-delà d'instrumentaliser un discours à des fins racistes, vraiment ne pas réduire des situations sociales. Enfin, il ne faut pas réduire des situations sociales. Les femmes iraniennes sont des femmes, comme toutes les femmes du monde, qui ont des vies complexes, des luttes complexes, des rapports à la famille complexes, à la religion complexe, à leur état qui est complexe. Donc il faut arrêter de caricaturer et d'en faire des objets. Tout ce qui intéresse l'Occident, c'est de voir la femme iranienne comme un objet à qui on a mis un voile sur la tête. Et de cesser de penser que... Aucune femme iranienne ne vous dira ça. Bien sûr. Je suis désolée. Même celles qui luttent pour avoir la liberté de ne pas se voiler, etc. Exactement. Et surtout de considérer que l'Occident constitue un modèle. Pour les femmes du monde. Alors, on voit bien, on est bien placé pour savoir que c'est pas le cas. Alors, je ne sais pas. Alors, ces femmes, lire Lolita à Téhéran, ça intéresse une petite fraction de la bourgeoisie. Ceux qui lisent encore Caroline Fourest en 2025, quoi. Oui. Force à vous, hein. Oui. Franchement, mais à Téhéran également, parce que... Ou l'humoriste nul arabe, là. Sophia... Aram. Sophia Aram, c'est ça? Oui. Elle aussi, elle sera intéressée par Sophia. Qui rame beaucoup, Oui. Elle a dit bref, oui. Ah oui, c'est ça, c'est extrêmement... voilà. Ouais, bon, voilà mon avis sur ça. Non, mais moi, ça m'avait énervé quand je l'ai vu. Donc je suis contente qu'on en ait parlé. Fanon. Donc Fanon, on a le film biographique sur Fanon que moi j'ai vu, par ailleurs, que je trouve... dans le fond, qui est pas faux. Je trouve pas faux dans le fond. Le film, je trouve qu'il est... il essaie de porter un regard assez digne, je trouve, sur Fanon, sur sa carrière de psychiatre, comment il est arrivé en Algérie pendant l'époque coloniale, qui a aidé le FLN, qui s'est beaucoup intéressé aux indigènes, aux Algériens là-bas. Ça le montre très bien, qu'il a apporté un nouveau regard sur la psychiatrie. Parce qu'il montre très bien comment, quand il arrive dans l'hôpital, les psychiatres blancs, ils enferment les patients indigènes algériens, ils les traitent comme des animaux. Et Fanon, dans le film, on montre bien que c'est quelqu'un qui apporte un nouveau regard, qui les humanise, etc., qui apporte des méthodes plutôt progressistes, on peut dire, innovantes. Qu'il écrit, on montre comment il écrit, dans son film, comment il écrit ses ouvrages. Donc je trouve que dans le fond, il n'y a rien de faux. Après, sur la forme, moi, j'ai un petit peu moins aimé l'écriture, l'acting. J'ai trouvé qu'il faisait un peu tract militant. Tu vois, dans le sens, on veut tellement le montrer comme une icône que ça fait un peu je récite mon texte. Oui, alors l'indépendance. C'est un peu ce truc-là où moi, j'aime moins. Je trouve qu'il manque de subtilité, de complexité,
un peu lourdingue, quoi. Un peu lourd, ouais, voilà, un peu lourd, qui fait un peu trop militant, mais je peux comprendre, parce que c'est une démarche c'est dur de faire des biopics. Je trouve que c'est un exercice qui est très difficile de faire des biopics, même pour des très grands réalisateurs et des très grandes productions. Là, c'est quand même un film qui n'a pas des moyens des grandes productions hollywoodiennes, donc je dis pas que j'en attends ça. Mais j'ai été déçue à ce niveau-là, parce que j'aurais aimé que ce soit un film pour Fanon grand public. J'aimerais bien qu'il y ait un film sur Fanon qui soit grand public et qui soit vraiment... qui soit très... sensible et juste, et qui vise les émotions, qui touche biopic, juste. tu veux dire en biopic? Ouais, en biopic, ouais. Parce qu'il y a un film... Et il y a un film algérien, je crois, sur Fanon. Alors, il y a un film algérien que j'ai pas vu. Qui n'est pas encore distribué en France, et je doute qu'il sera distribué. Il y a les avis des gens, je vais vous le lire après, là, vos avis des gens. Oui, on va revenir aussi sur la polémique. Et il y a surtout le film de Hassan Mézine, qui a été fait en 2018, un documentaire qui est absolument excellent, sur France Fanon, alors qu'il n'est pas un biopic, qui est un documentaire. C'est Fanon hier et aujourd'hui, et que je recommande absolument, hein, et qui est très bon film sur Fanon et sur les implications jusqu'à aujourd'hui, sur l'actualité de Fanon, justement. Qui évidemment ne tombe pas dans un certain nombre de travers, voilà, parce que c'était pas, comme tu dis, c'était pas évident de faire un film sur Fanon. Alors la polémique, vous la connaissez? Oui, alors juste avant la polémique, le film sur Fanon, là, qui est actuellement au cinéma, t'en as entendu parler, t'aimerais bien le voir? Oui, non, j'ai pas envie de le voir. Non, t'as pas envie de le voir, sûrement à cause de la polémique dont tu vas parler maintenant. Non, pas du tout. Même pas? Non, déjà avant, parce que, bon alors, je sais que on peut pas aller voir tous les films, hein, de toute façon, même pour s'en faire une idée, mais je fais confiance à un certain nombre de personnes, c'est au niveau de la réalisation. Hein. C'est au niveau de la réalisation. La photo est plutôt belle. Alors, il faut dire des compliments, la photo est plutôt belle. Moi, sans doute. L'image est belle, la réalisation est plutôt belle. C'est pas... Moi, c'est pas sur ça que ça m'a. Mais cela dit, on peut faire un film imparfait. Hein, donc, le réalisateur, Barry, non Jean-Claude Barry, je crois. Oui, c'est ça. Oui. Donc, on a le droit de faire un film qui est imparfait. Et de ce point de vue, c'est pas là-dessus que j'aurais repris. Bon, on va le voir, on va pas le voir. Voilà, on peut pas. Oui, surtout qu'encore une fois, politiquement, il y a rien de faux hein, dans le film. Oui, il y a rien à attaquer. Moi, je suis loin d'attaquer. Bon. Je pense même que ça diffuse même des bons messages, hein, a priori. Oui, on pourrait dire que c'est bien, que effectivement. Bon, moi je regrette simplement que le film de Hassan Mézine n'ait pas disposé, n'ait pas eu l'écho qu'il mérite, parce que c'est un très bon film, hein, je dirais. Et je recommande aux gens vraiment de le voir, on peut le voir encore. Non, le problème, et donc finalement, ça aurait été un film, je ne vais pas apprendre grand-chose, donc je ne vais pas forcément aller le voir. Sauf que le problème, et je trouve que c'est quand même un problème qui est grave, c'est que l'auteur est allé faire la promo de ce film sur l'antenne de Radio J. Et ça, j'ai eu du mal à comprendre quand même, parce que surtout, moi je crois pas... Alors on explique juste... oui, alors pardon. Oui, vas-y, explique, après je dis mon avis. On dit alors Radio J, hein, alors encore une fois... c'est ultra-sioniste, un radio ultra-sioniste. Oui, qu'on connaît très bien, que je connais très bien, dont l'animateur vedette est Frédéric Aziza, qui est un grand défenseur de l'armée israélienne, qui reçoit régulièrement Olivier Rafovitz, qui est le porte-parole de l'armée israélienne, mais quantité de gens, alors pas uniquement le problème c'est pas uniquement par rapport aux Palestiniens, où il y a des propos, j'allais dire antisémites, islamophobes, absolument... Dans une certaine mesure antisémites. D'une certaine façon, absolument, hein, sous couvert de républicanisme, etc., avec les bons citoyens, les mauvais citoyens, où on démonise sans arrêt les musulmans, mais vraiment... Et moi, je la connais très bien parce qu'il fut un temps où je l'écoutais très, très régulièrement parce que j'aime bien les discours idéologiques. Hein, et donc, je connais parfaitement les codes de cette radio, Aziza, etc. Et Aziza qui est un véritable provocateur. Hein, Aziza qui vient dans les manifestations. Vous savez, il a l'habitude de venir dans les manifestations palestines en marge de la manifestation. Et puis, il se met à interviewer des gens... peut-être qu'il va trouver un petit peu faible, idéologiquement, des gens en colère, trop en colère, etc. Son but est de recueillir des propos dont il va pouvoir se servir encore par la suite contre la cause palestinienne. Alors c'est un coutumier du fait. Alors c'est vraiment dégueulasse de faire ça, je trouve. Hein. Moi, je vais aller en marge d'une manif, je vais trouver le premier mec bourré, je vais l'interviewer, et puis voilà. Regardez, vous voyez, c'est sa spécialité. Donc, je ne comprends pas, j'apprends, sidéré. C'était quand? C'était ce matin, c'est pas logique, en fait. Non, c'est pas ce matin, ça date un peu. Oui, non, mais moi, je l'ai appris... oui, pardon,
ou je l'ai appris hier plutôt, je ne sais plus, eh bien, qu'effectivement, et je le vois, il se retrouve sur... voilà. Il y a quelqu'un qui dit il piège des militants pas formés. Qui Radio J. Oh. Je ne crois pas. Mais non. Franchement. Mais non. Non, je crois pas. Sur les manifs. Comment ? Ah oui, pardon. Aziza sur les manifs, tout à fait, il piège des militants peu formés, etc. Voilà, oui, parce que dans une manif, on trouve toutes sortes de gens. Je veux dire, voilà, tout le monde n'est pas forcément au même niveau, et il le fait exprès. Alors, c'est vraiment quelque chose d'infâme. C'est vraiment infâme. Si on veut avoir un point de vue sur une manifestation, on va interroger les responsables de la manifestation, ou des gens dont on voit qu'ils tiennent la banderole, ils savent, etc. Tandis que c'est pas ça ce qu'il fait. Hein. Il va aller en marge, et il va aller interroger au bout de la manif, le type qui est en marge, qui sait pas trop, et qui va raconter une connerie, etc. Alors, le réalisateur, là, si vous avez une explication, moi je n'ai pas d'explication. Si quelqu'un a une explication, pourquoi s'est-il fourvoyé dans cette galère ? Je comprends pas. Dans cette galère Déjà, depuis quand Radio J est intéressé par Fanon ? Ah bah oui. Oui. Ça, j'ai pas compris non plus. Non, mais tu vois, dans les deux sens, je comprends pas. Alors si, Radio J, si, parce qu'il y a longtemps que Radio J, et là on va toucher à quelque chose de plus profond, en fait. Il y a longtemps que Radio J, tente de récupérer Fanon. Pourquoi ? Comme ils ont tenté de récupérer Martin Luther King, comme ils ont tenté de récupérer Gandhi, en leur faisant dire... Alors pour Martin Luther King, c'est connu, ils lui font dire une citation dans laquelle il dénonce les antisionistes, etc. Et il dénonce les antisionistes comme étant antisémites. Oui, je vois c'est totalement faux. Il n'a jamais dit cela. Mais il y a beaucoup de gens de bonne foi qui diffusent ça. Comme ils vont essayer de faire dire à Mandela des choses qu'il n'a jamais dites, de soutien. Fanon, vous connaissez la fameuse phrase de Fanon, il dit lorsque l'on entend parler comment il s'adresse aux Noirs et aux indigènes, quand vous entendrez parler des Juifs, tendez l'oreille parce qu'on parle de vous. Oui, elle est très bien cette phrase. Elle est très bien, bien sûr. Sauf que on veut se servir, et les sionistes se servent de cette phrase pour d'une certaine façon, voyez-vous, faire créer une espèce de solidarité avec les Noirs, mais en réalité qui seraient sionistes, c'est ça ? C'est pas ça, c'est que surtout, quand vous entendez dire du mal d'Israël, d'accord, tendez l'oreille, d'accord, où il y a une confusion qui est faite entre Israël et les Juifs. C'est quand même obscène. Entre Israël et les Juifs. Et si vous entendez en gros dire du mal... T'as des exemples de ça ? J'ai jamais vu ça, moi. Moi, très souvent. Très souvent, dans des discours sionistes, moi je l'ai vu. Okay. En fait, quand on dit du mal d'Israël, c'est qu'on dit du mal des Juifs. Et regardez, Fanon lui-même l'a bien dit, etc. Okay. Donc, on essaye. Et il y a aussi autre chose, le problème. Ah oui, dans ce sens-là, oui. C'est dans ce sens-là. Et il y a aussi, donc on essaye de faire dire... alors, il y a une chose, c'est que Fanon ne s'est pas exprimé sur la Palestine. Ah. Il ne s'est pas exprimé sur la Palestine. On est en pleine guerre d'Algérie, et on va pas lui en vouloir, la question n'est pas là. Mais profitant de ce vide, on essaye de lui faire dire des choses. Et je vais même aller plus loin... et là, ça pourrait faire l'objet même d'une émission très intéressante. C'est comment une certaine gauche blanche... Que Fanon meurt à la veille de l'indépendance algérienne, en plus, en 1961. Exactement. Il meurt à la veille de l'indépendance. Mais il y a une chose quand même qu'il faut dire, c'est que la guerre d'Algérie va être un moyen pour un certain nombre de sionistes de gauche pour se refaire une virginité. Quoi ? Absolument. Ah, faut que tu m'expliques ça. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et on a un certain nombre, d'ailleurs il y en a un que j'ai connu, qui était un photographe. Si, le truc genre les Juifs ont été expulsés du Maghreb avec l'indépendance. Non, c'est pas ça. C'est qu'un certain nombre de sionistes de gauche, on est dans les années 50. On parle très peu de la Palestine. Les Palestiniens n'existent même pas en tant que tels. On parle des réfugiés arabes de Palestine. Mais malgré tout, cette question est là. Et un certain nombre de sionistes de gauche vont mettre en avant le fait qu'ils aient soutenu la révolution algérienne, d'accord, pour faire passer au second plan le fait qu'ils étaient des sionistes. Et d'ailleurs, dans le film de France Fanon, à ma connaissance, il y a un certain Azoulay qui intervient, je crois. Qui est ? Alors, est-ce que tu as bien vu le film ? Je l'ai vu, mais c'est qui ? Et c'est quelqu'un qui a fait la guerre de 48, donc qui a participé à la Nakba, dans l'armée israélienne. Mais il joue quel rôle ? C'est qui ce... Alors, je crois qu'il était sergent, je sais pas, il était... voilà. Jacques Azoulay est bien dans le film, alors que c'est un militant... alors que c'était un militant sioniste. Ah d'accord, j'ai pas fait gaffe, parce qu'il parle pas du sionisme dans le film. Ouais, mais... justement. Okay. Mais on sait que... voilà.
C'était un militant sioniste qui a participé donc à la guerre de 48, à Nakba. Ah, le psychiatre junior. Ah, d'accord, je savais pas du tout, je connaissais pas le personnage. Donc, il jouait bien, ce mec-là, en plus, le personnage du psychiatre junior. Je trouve qu'il jouait très bien. Oui, ouais. Et donc, voilà, il y a un certain nombre de problèmes. Donc... il paraît qu'effectivement, il mentionne Israël. J'ai pas fait gaffe. Désolé, j'ai pas fait gaffe. Ouais. Oui, et donc, vas-y. Et donc là-dessus, du coup, il y a effectivement un certain nombre de sionistes qui veulent récupérer, qui tentent de récupérer Frantz Fanon. Qui tentent de récupérer Frantz Fanon ou qui laissent à croire que Frantz Fanon, sur la question du sionisme, il n'était pas forcément... Alors, faut contextualiser cela. Hein. Je veux dire, Frantz Fanon s'occupe déjà d'une révolution, la révolution algérienne. Non seulement la révolution algérienne, mais aussi les indépendances africaines. Oui, aux Caraïbes. Voilà, exactement. Il a participé à des grands sommets, il a organisé des grands sommets. C'est vrai. C'est vrai. Donc c'est vrai que cette question de Palestine, elle est très peu connue dans les années 50. C'est la vérité. Alors, elle est très bien connue des indigènes algériens, bien sûr. Puisque à l'époque, la presse nationaliste algérienne tire à boulet rouge contre les accointances de la France avec l'État d'Israël. Et dès 47, parce que personnellement je connais bien le problème, j'ai travaillé là-dessus, et la presse indigène des trois pays du Maghreb, Tunisie, Algérie, Maroc, tire vraiment à boulet rouge. Et aussi bien en Tunisie qu'en Algérie et au Maroc, on a des manifestations pro-palestiniennes très importantes dès 44, dès 45, dès 45, dès 46, la fin de la guerre. Donc il y a une conscience pro-palestinienne parmi les indigènes. Mais Fanon, lui, dans la mesure où il est arrivé après, et lui, il va se préoccuper surtout, donc il n'a pas forcément... voilà. Je pense à quelque chose. Tu te souviens, Ouria, dans son livre, il raconte sur le lien Fanon-Sartre. Tu sais, comme Sartre a préfacé les damnés de la Terre, comme quoi ensuite, après que Fanon soit décédé, quand Sartre n'a pas eu les bonnes positions par la Palestine, ils ont décidé de changer cette préface ou de la supprimer ou je ne sais plus quoi. Oui, tu te souviens tout à fait. Donc il y avait peut-être aussi ces relations-là avec Jean-Paul Sartre. Alors Jean-Paul Sartre... Voilà, j'ouvre des portes ouvertes, j'en sais rien, je fais juste des liens dans ma tête. Alors juste, je précise, c'est vrai qu'on a même des combattants, ce sont des civils maghrébins qui sont allés se battre en Palestine en 47, 48. On oublie toujours tous ces volontaires. Vous vous rendez compte, ils ont traversé les frontières clandestinement pour aller se battre en Palestine à pied à travers la Libye. Alors, ce sont des paysans, ce sont des instituteurs, justement, j'ai retrouvé beaucoup de traces j'aimerais y consacrer un article à ces gens, à ces sortes de brigades internationales spontanées. C'est terrible, leur histoire. Parce qu'évidemment, lorsqu'ils étaient capturés par les Anglais, ils étaient remis aux autorités françaises immédiatement, etc. Bon, en tout cas, il y a tout ça. Et concernant Jean-Paul Sartre, ce que tu disais, on le sait que Jean-Paul Sartre a été pro-sioniste, qu'il changera par la suite dans les années 60, mais il a été pro-sioniste, il a soutenu, en plus pas n'importe quel sioniste, il a soutenu l'Irgun, qui était vraiment les plus extrémistes. Il soutenait un mouvement qui s'appelait la Ligue française pour une Palestine libre, Palestine sioniste, faut entendre, qui était l'émanation du comité hébreu de libération nationale, qui était un comité qui était formé aux États-Unis par des sionistes. Donc, on est dans une période à l'époque où la gauche française, n'oublions pas que le Parti communiste français a soutenu la création d'Israël, que le Parti communiste français lui-même est sur la question de Palestine dans les années 50, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit rien du tout, où il parle à la limite du Parti communiste israélien, mais pas plus, et en tout cas il ne remet pas du tout en question l'État d'Israël. Donc, d'ailleurs, le Parti communiste français, rappelons-le, qui ne demande pas l'indépendance de l'Algérie, quand même. Il faut quand même le dire. Il demande la paix en Algérie. C'est ce qui va faire que le Parti communiste français va rompre avec le FLN. Merci beaucoup, Dan Archéo, qui dit clairement ce que j'avais bien oublié. C'est Josy Fanon qui a demandé à Maspero de retirer la préface des damnés en raison du soutien de Sartre à la guerre de 73. Voilà. C'est ça. Oui, voilà, c'est ça, exactement. Bien. Merci beaucoup. Exactement. Après, Merci, Dan Archéo. Ouais, tout à fait. Et donc, si on en revient à notre histoire, ok, donc les sionistes, potentiellement ceux de Radio J, essayent de récupérer Fanon, soit. Donc, ils voient un film sur Fanon, ils invitent le réalisateur. Pourquoi le réalisateur, il accepte d'aller chez Radio J ? Est-ce que c'est parce qu'il ne connaît pas, il veut vendre son livre ? Il faut lui poser la question. Alors, moi, j'appelle les gens. On va pas faire de procès en intention. On va pas faire de procès en intention. C'est un peu surprenant parce que... Non, mais moi, désolé, mais ma spontanéité, c'est que c'est un peu surprenant, sachant que le film a notamment été porté, notamment par la communauté un peu antiraciste, les communautés noires qui ont vu un film sur Fanon et qui l'ont boosté sur les réseaux sociaux pour de vrai, qui ont dit, par exemple, il n'était pas très diffusé au début. Certains disent que c'est un boycott.
moi, je pense que c'est surtout parce que c'est un petit film. Donc, un petit film, il n'est pas beaucoup distribué, à moins qu'il y ait une grosse demande. Et puis, il y a aussi une volonté. Oui, non, mais je pense aussi qu'il y a la volonté de cacher Fanon. Je veux dire, on est dans un pays qui. Oui, mais au niveau du cinéma, je pense pas que le film a été boycotté. C'est juste que c'était un petit film. Donc le problème de la distribution, c'est que c'est une forme de boycott aussi. Je veux dire. Oui, mais en même temps, tu as raison. C'est pas. Oui, c'est ça. Les distributions ne se sont pas dit on boycotte ce film parce que c'est sur Fanon. Oui, c'est ça. Je pense pas que ce soit ça. Voilà, si on pensait qu'on allait pouvoir faire beaucoup d'entrées, c'est évident qu'il. Oui, je pense. Les gens, dites-moi dans le chat, vous pensez que c'était un boycott, vous? Parce que moi, j'ai pas trop l'impression. Mais bref, tout ça pour dire, ça a été. Ce qui est vrai par contre, c'est que ça a été boosté sur les réseaux sociaux et que les gens sont allés le voir justement pour encourager un film sur un personnage comme Fanon, ce qui est plutôt louable. Et donc c'est pour ça, moi, le réalisateur a conscience de ça, que c'est un film qui est politique, qui porte un projet politique révolutionnaire, qu'il est porté par des gens qui ont des aspirations politiques pour ce film. C'est pour ça que je me dis, t'as tout ça et tu vas chez Radio J. C'est un peu... Oui. Et moi, je crois pas au truc de oui, mais c'est pas la même chose. Il y a le truc des Noirs, des Arabes, et il y a le truc de la Palestine, c'est des choses différentes. Non, c'est pas des choses différentes. Radio J, c'est quand même la radio ultra-sioniste. Bien sûr. Après, s'ils ne savaient pas, ou s'ils ne savaient pas. S'ils savaient, je trouve que c'est abusé. Moi, c'est mon avis perso. Après, alors, moi, j'avoue que j'ai fait un post où j'appelais à boycotter ce film. Alors, t'as appelé à boycotter ce film? Carrément. Ah, à cause de Radio J? Absolument. Oui, d'accord. Oui, okay. alors... Je pensais avant. Non. Quand j'ai appris cela, parce que, évidemment, ça met en colère. Des gens disent on ne peut pas ne pas savoir. Oui, mais bon soupçon, on ne sait jamais. Alors moi, je me dis... Alors, bon, avec on me dit, ça peut quand même informer des jeunes, etc. Alors, je veux bien le croire, à la limite. Ok. Non, Radio J, les jeunes, mais n'importe quoi. Non, que le film, de façon générale, Fanon, c'est quand même bien que les jeunes le voient, indépendamment du fait que le type soit allé faire de la promo sur Radio J. Oui, d'accord, je vois. Tu vois ce que je veux dire? Moi, c'était mon opinion, alors voilà, je n'oblige pas les gens à la partager, mais ce que je dis, c'est que c'est inadmissible. On ne doit pas passer ça aux pertes et profits. Et au moins, interroger l'auteur, moi, j'aimerais qu'il revienne là-dessus. Et qu'ils disent, effectivement, ça a été une erreur. Ouais, je suis Parce d'accord. Que je ne me vois pas à l'époque de l'apartheid d'Afrique du Sud, et nous avons milité beaucoup contre l'apartheid d'Afrique du Sud dans les années 80. Je ne me vois pas comment être allé faire la promotion de je ne sais pas quelle lutte sur une radio. Il y avait des radios fachos qui soutenaient ouvertement l'apartheid d'Afrique du Sud, il faut le savoir. Je ne sais pas, je ne vais pas aller sur ces radios fachos là qu'on a, je ne sais même plus comment ça s'appelle là. J'ai complètement oublié. Bon, voilà, imaginons... À Radio J, il a fait la promo du film Fanon. Il est réalisateur du film. Les gens n'ont pas compris. Enfin, oui, le réalisateur du film France Fanon est allé sur Radio J, la radio, le porte-voix de l'armée israélienne, mais vraiment porte-voix. Oui, voilà. Donc attention, c'est pas une histoire de radio juive, etc. C'est pas du tout cela. C'est une radio qui est vraiment une radio d'extrême droite, ultra-sioniste. Et d'ailleurs, c'est même la plus radicale parce que il y avait Radio Shalom qui maintenant est complètement dépassée d'ailleurs. Il y a d'autres radios communautaires qui est aussi sioniste, mais on va dire qui se veut un peu plus modéré. Mais Radio J, vraiment radicalement sioniste. Et après, quelqu'un demande, il a dit quoi de problématique? Je pense pas qu'il ait dit. Alors le problème, c'est pas qu'il dit. Il a fait sa promo, quoi. Mais imaginons que vous alliez sur une radio facho. La question n'est pas de savoir ce que vous avez dit. Je veux dire, d'abord, évidemment, il n'a pas parlé de la Palestine, évidemment. Il était là pour faire la promo de son film. Oui, c'est pas comme si. En fait, c'est pas comme quand on dit, tu sais, David Guiraud qui va sur CNews pour débattre. Là, on parle pas de ça. Là, un débat sur une radio, oui, on peut comprendre. C'est-à-dire qu'il y en a qui sont pour le boycott complet de certaines chaînes de télé, et il y en a qui sont pour dire non, il faut quand même y aller pour défendre des positions dans le cadre d'un débat. Mais là, on n'est pas dans le cadre d'un débat, on est dans le cadre il allait faire la promo de son film, d'un produit culturel, et puis surtout, c'est pour ça que c'est pas la même démarche. Surtout, il n'est pas allé sur cette radio pour dénoncer le soutien de cette radio au génocide en Palestine. Oui, non, et on ne demande même pas de faire ça. Mais oui, c'est ça. Mais le simple fait qu'il accepte un débat et finalement qu'il accepte parce que c'est pour faire la promotion de son film, c'est pour que les gens aillent voir son film. Donc c'est pas voilà, donc c'est pas pareil que Guiraud qui va aller sur CNews ou n'importe quoi, qui va se battre. C'est surprenant parce qu'en général, lui c'est un petit, pas un petit réalisateur dans le sens c'est pas un grand réalisateur, mais dans le sens c'est pas une grosse production. Mais en général le monde du cinéma, tu sais, il va aller sur les médias mainstream, et tu sais les trucs quotidiens. Tu vois, lui je pense qu'il est peut-être pas invité sur Quotidien. Ce qui est triste, c'est peut-être que c'est pour ça qu'il a été sur des radios comme ça, parce que peut-être qu'il a pas beaucoup d'invitations dans les grands médias. Mais tu vois, le monde culturel, cultureux, vous voyez comment il est un peu propre sur lui, quoi. Tu vois, ils iraient pas sur des radios comme Radio J. Tu vois, mais là je pense aux grands, les acteurs, le monde du cinéma, quoi. Vous voyez, il va pas sur Radio J.
Après avoir vu l'interview de Fanon, il n'y a pas l'interview de Fanon. C'est quoi ? L'interview du réalisateur ne peuvent pas changer d'avis après avoir regardé Fanon. Je comprends rien du tout. Il a reconnu que son message n'était pas compréhensible. Ouais. Est-ce qu'il allait sur Courtoisie ? C'est ça que tu cherchais ? Oui, c'est ça, c'est Courtoisie. Imaginons que j'aille moi sur Courtoisie, que je fasse un film. Tu fais la promo de Parole d'honneur ? Voilà, et que j'aille sur Radio Courtoisie. Oui, mais vous imaginez, on me dirait, mais non, je sais pas, je vais faire un film sur Yasser Arafat, hein, et puis je fais un film sur Yasser Arafat. Oui, c'est paradoxal, quoi. Ouais, c'est bizarre. Ouais, c'est voilà. Non, mais ou sur n'importe quoi. Non, faut être sérieux. Faut être sérieux, et je pense que il n'a pas été piégé. Il connaît très bien Radio J, à mon avis, et je suis sûr qu'il y a des gens. Moi, je garde le bon soupçon. Alors, je suis sûr qu'il y a des gens qui lui ont dit, n'y va pas. Moi, j'en suis convaincu. Qu'il y a des gens. Alors peut-être que c'est parce qu'il s'est dit il n'y a aucune promo pour le film, parce que vous savez, il y a un problème de délai pour qu'un film reste. C'est la deuxième semaine. Hein. Mais il a eu plus de diffusion parce que les gens l'ont boosté sur les réseaux sociaux. Oui. Il y a eu plus de diffusion qu'au départ. Oui, alors c'est ça. Alors qu'avait-il besoin d'aller. Et puis surtout, il doit se dire une chose, ce réalisateur, c'est que voilà, c'est pareil. Il n'a pas à fricoter avec un monde qui conspue les héritiers de Fanon, parce que c'est très très grave. C'est surtout ça. Alors en plus, parce que c'est pour ça que je dis n'oublions pas. Nous oublions une chose, c'est que Radio J, Frédéric Aziza est un grand défenseur d'une certaine façon de l'Algérie française. Le problème, il est là. Il est même issu de ma ville en Algérie, figurez-vous, de Marnia. Je connais très bien parce que son oncle, Fanon est un des libérateurs de l'Algérie. C'est le facteur de ma mère. Et Fanon est un des libérateurs de l'Algérie. Et le film porte sur ça. Oui. C'est bizarre. Et d'ailleurs, son oncle, Frédéric Aziza, qui était un type très bien. Qui venait chez ma grand-mère et qui prenait le café, etc. Et on m'en a parlé comme étant un type très bien, et qui en 62 ne voulait pas partir. 62, il voulait rester en Algérie, il se voulait algérien. Il parlait qu'arabe, etc. Et on entend ensuite, d'ailleurs j'avais taclé Frédéric Aziza là-dessus, il m'a jamais répondu. Je lui dis, pourquoi est-ce que tu racontes pique-pendre sur l'Algérie, alors que ton oncle, tu n'as jamais été chassé d'Algérie, Frédéric Aziza, tu n'as jamais été chassé, parce qu'ils laissent tous croire qu'ils ont été chassés, comme Drey, hein. Et que ton oncle était un type très bien. Mon propre oncle, d'ailleurs, je vais tuer son âme, avait même interpellé l'oncle d'Aziza en lui disant, mais pourquoi tu pars, toi ? T'as rien fait en 62, hein, et ces paroles m'ont été rapportées. Mais pourquoi tu pars ? Bon, c'était une discussion en arabe. Mais pourquoi tu pars, toi ? T'as rien fait, etc. Quelqu'un qui dit, tu connais tellement tout personnellement, tout le monde personnellement. Ben oui, et il avait répondu, qu'est-ce que vous voulez ? Ils partent tous, enfin sa famille part, donc je peux pas rester, etc., etc. Mais voilà, donc c'est un pan aussi de l'histoire sur lequel il faudrait revenir un jour. Hein, cette histoire, ces mensonges qui sont colportés sur la décolonisation en Algérie, tous ces mensonges, beaucoup de juifs voulaient rester en Algérie, beaucoup de pieds noirs voulaient rester en Algérie, hein, et c'est l'OAS qui, par sa sale politique, et c'est l'OAS qui a inventé l'expression d'ailleurs, la valise ou le cercueil, ne l'oublions pas, ça n'a jamais été, et on fait croire aujourd'hui que c'était les Fallen. Donc ce que je veux dire, c'est que, en plus, c'est une radio qui insulte le combat de France Fanon. Bah oui, c'est la radio de tous les revanchards, bah Radio oui. J. Il y a tous les revanchards qui sont là, qui c'est explicite, mais voilà, qui fait du racisme anti-musulman, etc. Et qui évidemment déteste la révolution algérienne. Qu'est-ce qu'il allait faire là-dedans ? Je ne comprends pas du tout. Il y a quelqu'un qui dit, mais il y a Matt Bird qui dit, est-ce que les gens qui vont voir Fanon après l'interview de son réal sur Radio J ne peuvent pas changer d'avis sur les génocides en Palestine ? J'ai vu tellement de parallèles entre ce qui est dit dans le film et ce que subissent les Palestiniens. Après, je fais peut-être le parallèle parce que je connais un peu le sujet palestinien. Évidemment, mais c'est pas la question. Bah non, c'est pas la question. En fait, c'est pas la question. En fait, comme je disais tout à l'heure, oui, un film sur Fanon, c'est très bien. Et oui, bien sûr qu'il y a des parallèles entre la colonisation de l'Algérie et la Palestine, ça c'est très bien. Le problème, c'est l'acte. C'est-à-dire que en politique, tu dois juger les actes politiquement. C'est-à-dire aller sur une radio d'extrême droite ultra-sioniste qui est contre le combat de Frantz Fanon pour faire la promotion d'un film qui défend une certaine vision de Frantz Fanon, parce qu'en fait, comme disait Youssef, l'héritage de Frantz Fanon, il est encore à défendre. Il est pas acquis. C'est-à-dire, tu vas sur Radio J, bah, ça veut dire que t'as pas beaucoup de considération pour cet héritage, ou alors que t'es un peu imprudent. Et nous, c'est pour ça qu'on parle politiquement de ça. On dit c'est une erreur. Mais bien sûr que au-delà de ça, les gens ensuite qui vont regarder le film, oui, ils peuvent avoir tous les avis, les meilleurs avis du monde. C'est pas la question. Oui, alors.
Ah oui, quelqu'un dit Youssef connaît vraiment tout le monde. Bah, parfois, je m'en passerais hein, de connaître. J'ai connu des gens, parfois je me passerais de les avoir connus. Hein. Bah, évidemment. Bon, voilà, mais c'est comme ça, que voulez-vous, on ne choisit pas. Mais il y a aussi autre chose. Donc moi, j'ai pas connu l'oncle d'Aziza, c'est ma famille qui l'a connu. Hein. Donc, d'accord. On a compris. Voilà, non, mais parce qu'il y en a qui m'ont prêté le comte de Saint-Germain, là, vous savez, on ne connaissait pas son âge, là. Et donc, du coup... tu devrais aller sur Radio J, mais tu parles. Je devrais aller sur Radio J. Mais d'abord, Radio J, est-ce que je pourrais y aller si on propose un débat? Mais jamais de la vie. Jamais, même non, pas. Je ne vais pas chez les fachos. Ouais, je ne vais pas chez Radio Courtoisie. Certainement pas. Ouais. Certainement pas. Je veux dire, la radio génocide. Je ne sais pas si vous imaginez. Non, mais surtout, mieux que Radio J, il faut le dimanche après-midi, il faut écouter la ligne ouverte de Radio J. Hein, parce que Radio J est encore très modéré par rapport aux auditeurs de Radio J. Mais c'est la folie. C'est de la folie. Je dis bien, c'est inimaginable ce qui se dit. Tu les éteindrais bien quand même. Comment? Après, on en finit sur les réseaux et on diffuse. Non, tu parles jamais de la vie. Non. Faut jamais faire ce genre de jeu. Pas de collaboration avec les fachos. Non, je suis plutôt d'accord. En tout cas, nous, à notre niveau, je suis plutôt d'accord. Après, jamais d'avis. Faut les ignorer complètement. Ouais, c'est leur donner du crédit. Et d'ailleurs, je trouve que le gouvernement leur donne beaucoup trop de crédit. À chaque fois, ils sont. D'ailleurs, c'est vrai qu'on n'est pas des députés. Nous, on n'a pas le rôle de faire partie du débat public. Et moi, je le dis parce que en toute fraternité, je le dis comment à nos amis de l'AFI de ne pas aller sur Radio J. C'est vrai que Radio J, c'est quand même... Et je pense à une amie qui était une amie députée de l'AFI qui était allée sur Radio J. Et évidemment, ça s'était très mal passé. Bah oui. Et ensuite, on en a fait tout un prétexte contre elle. Regarde CNews, regarde Bourdin. Là, tu leur dirais quoi? Là, ils peuvent y aller quand même. Oui, alors, évidemment... Non. Alors, comment? C'est pas I24, c'est vrai que I20... C'est pas exact. Oui, alors on peut... Après, ils vont dire qu'on est que dur sur les trucs ultrasionistes. Non, parce que CNews, c'est chaud quand même, CNews. Non, mais oui, je sais que c'est choquant. Entre CNews et I24. Bon, moi, j'irai pas sur CNews. On me l'avait proposé une fois. Hein, sur CNews. Mais jamais de la vie. Pour faire quoi? Je sais plus quel débat, là, il y a pas mal de temps. Ah, ok. Mais bien sûr, on m'avait demandé. J'ai refusé. Ah, ouais, pour nous, c'est trop... Non, jamais de la vie. Jamais de la vie. Alors... Sur BFM, parce que tout simplement, il y a une gradation dans l'horreur. Oui, il y a une hiérarchie dans l'horreur. Et on doit faire cette hiérarchie. Et pour moi, je considère qu'une radio, alors CNews n'est pas du tout recommandable, on est bien d'accord, mais une radio qui fait explicitement tous les jours l'apologie du génocide, jamais de la vie. Alors après, que des gens aillent sur CNews, à la limite, c'est pas forcément qu'ils vont... Mais voilà, s'ils en ont le cœur. Mais je dis Radio J, pour moi, il y a Radio Courtoisie, il y a un certain nombre de radios, à mon avis, avec lesquelles aucune collaboration n'est possible. Mais ça, c'est intéressant, mais ça fait débat dans toutes les organisations politiques. Hein. C'est qu'est-ce qu'on accepte comme invitation médiatique, est-ce qu'on doit aller là, est-ce qu'on doit y aller pour le débat, ou à l'inverse, on n'y va pas. Ça fait tout le temps débat. Je pense dans toutes les organisations politiques, ça fait... Alors, à la limite, si jamais ce réalisateur était allé sur Radio J, avait tapé du poing sur la table, ça aurait été autre chose. Oui, c'est pas pareil. Non, mais tout ça... Oui, parce que là, c'est deux choses différentes. Oui, c'est que, à la limite, j'y suis allé, j'ai tapé du poing sur la table pour leur dire les Palestiniens, etc. By the way, j'ai parlé de mon film, mais il n'a pas fait cela. C'est ça le problème. S'il avait fait cela, à la limite, on aurait dit, j'aurais dit, t'aurais peut-être pas dû, mais voilà, j'aurais pas eu la même attitude. Il y a quelqu'un qui demande si t'as fait beaucoup de télé. Moi, je sais que t'as fait beaucoup de radio. Oui. Enfin, t'avais fait... on peut le dire? Non, oui. Oui, bien sûr. Oui, t'avais fait Beurre FM. Ah, des radios? Ah oui, non, mais ça, il n'y a pas de problème, non. Oui. Oui, non, j'en ai fait très peu de télé. J'en ai fait très peu de télé. Les télés que j'ai faites, les télés officielles que j'ai faites, non, les seules, c'était en 2000... T'as fait Mediapart une fois, sur la manif de 2014? C'était en 2014. T'avais fait BFM, je crois? En 2014, j'en ai fait pas mal. Ouais. En 2014, c'est vrai. D'ailleurs, les seules télés que j'ai faites, c'était en 2014. Oui, j'en ai fait beaucoup. Je les ai enchaînés beaucoup, parce que j'étais le porte-parole des manifs Palestine en 2014. Donc, je suis passé sur pratiquement toutes les télés, interviewé, etc. Voilà, c'était toujours au même endroit que je donnais rendez-vous aux journalistes, et voilà, et je peux le dire. Et j'étais allé une fois sur cette émission qui s'appelle comment? Pas les grosses têtes, non, comment ça s'appelle? Les grandes gueules? Les grandes gueules. Déjà à l'époque? Oui, bien sûr, c'est les grandes gueules, je crois. J'étais allé une fois, alors évidemment, ils m'ont jamais réinvité, et normal, parce que vu ce que j'ai dit... Vous avez entendu? On peut la retrouver, l'émission, d'ailleurs, on peut la retrouver. Et oui, ils m'ont confronté à... Une fois sur Mediapart, mais pas de bizarrement. Ah non, sur Mediapart, non, c'est toujours pareil.
Et voilà, pourtant, c'est notre camp, un petit peu. Ouais, bah non, parce que Mais alors, à l'époque, moi, j'étais naïf, hein, j'étais un peu béotien, j'étais naïf, et j'étais allé sur Mediapart, et puis voilà, j'avais donné mon... C'était à propos de ce qu'on appelait le mensonge de Valls. Oui, c'est ça. La synagogue de la rue de la Roquette, où Valls avait prétendu que la synagogue avait été attaquée par les manifestants. C'était absolument faux. Et en plus, on avait vraiment les preuves, parce que tout a été... Il y avait même la police de votre côté. Mais bien sûr, même la police avait dit que c'était faux. Le rabbin a dit que c'était faux. C'est comme l'affaire de Toulouse. Elle est drôle, cette histoire. La police a dit qu'il n'y a jamais eu d'attaque. Le rabbin a dit qu'il n'y a jamais eu d'attaque. Des riverains ont dit qu'il n'y a jamais eu d'attaque. Et on avait... Et la police, l'état-major de la police, en plus pas n'importe qui, l'état-major de la police qu'on avait rencontré pour une demande de manifestation intérieure, et on était allé les voir avec le film, en disant vous pouvez nous expliquer pourquoi les militants sionistes arrivent et vont se cacher derrière la police et ensuite détruisent tout le restaurant. Et c'est quoi cette histoire de... Et ils nous disent, mais nous, on n'a jamais dit que les manifestants ont attaqué la synagogue. Et on voit bien que ce sont effectivement les militants sionistes qui ont détruit tout le restaurant. Il y avait un restaurant qui était là, se sont servis des tables comme projectiles, etc. Mais ça n'empêche pas que Manuel Valls a interdit les manifs palestines par la suite à cause de cela, cet énorme mensonge, et j'ai vu que ce mensonge est toujours en place. Il y a des gens qui citent l'attaque de la synagogue de la rue de la Roquette en 2000, mais c'est absolument faux. C'était une grosse provocation des sionistes qui sont venus en fin de manif, qui sont venus harceler la manif, et ensuite ils ont couru. Alors évidemment, il y a des jeunes qui leur ont couru derrière, comme d'habitude, et eux, leur intention était d'aller en direction de la synagogue de la Roquette, qui était à proximité de la place de la Bastille, où s'arrêtait la manif. Et le but, il l'avait fait une première fois au cours de la manif, mais on avait déjoué cette espèce de provocation. Et donc voilà. Et Valls a interdit les manifestations. Il a interdit la manifestation à Barbès, qui avait lieu après, et il l'a réprimée de façon sauvage. Et ça a été un vrai tournant dans la répression de ce pays, parce qu'ensuite, elle a précédé de peu la grande répression des manifestations pour les retraites, etc. Et le grand tournant de la violence, de la brutalisation, du septennat de Hollande, ça a été cette manif de juillet 2014 à Barbès, interdite, où on a vu des femmes et des enfants qui faisaient un sitting par terre être gazés avec les grenades qui arrivaient à la verticale, comme ça. Ah, c'est horrible. Et tout le monde qui se réfugiait dans les McDo, toutes les boutiques ouvraient leurs portes pour les manifestants, c'était effroyable le carnage. Il y en a qui s'en rappellent dans le chat. Effroyable. J'ai vu des gens tirer avec un flashball à l'horizontale, avec un qui a montré ensuite son corps. Il y avait l'enfoncement du projectile dans son corps. Et il disait, regardez, vraiment, tout rouge, etc., et tout brûlé. Et on a vu des choses, des gens sont passés en procès ensuite, ils ont perdu leur boulot, etc., sur un mensonge total. Et les flics eux-mêmes avaient dit, on nous a obligés à réprimer, alors qu'il n'y avait aucun problème avec vous, la manifestation s'était bien déroulée. La boucle est bouclée. Même Manuel Valls qui soutient le génocide en Palestine. Oui, non, mais c'est absolument terrible. Voilà. Et Radio J, évidemment, qui avait colporté ces gros mensonges en disant que les gens avaient voulu attaquer la synagogue. Il y avait même eu un documentaire qui infirmait totalement cela, où je ne sais plus si c'était Arte ou je ne sais plus quelle télé, qui était allé interviewer le rabbin. Et donc ça a été filmé, le rabbin qui dit non, il n'y a jamais eu d'attaque. Et c'est voilà comment fonctionne la République française, fonctionne comment les médias dans cette brillante République. Et c'est quelque chose d'extrêmement grave. Eh bien, merci beaucoup Youssef, la boucle est bouclée. Je pense qu'on va s'arrêter là. Derrière, ça vous va? C'est bon? Youssef, ça te va? Très bien, très heureux. Merci à tous, merci le chat, merci d'avoir été là. On espère que ça vous a plu. On était en petit comité avec Youssef. On n'a jamais fait ça, je crois, Youssef. On a déjà fait ça? Non. Non, il y a toujours quelqu'un normalement avec nous. Ouais, mais il y a une bonne interaction avec le chat, là, je trouve. Bah, c'est normal parce qu'on est moins nombreux. Bah oui, mais c'est bien. Oui. Bon, là, c'est presque du stream. Là, on fait presque du stream, là, Youssef. Ah, ouais. Ah bah oui, c'est vrai. C'est ça le stream. C'est vrai, c'est un peu plus ça le stream. Ah d'accord. Oui, vous avez vu la différence. Là, tout à l'heure, c'était le plateau. On se donne la parole un par un et tout. C'est mignon. Hein. Voilà. Merci les gens et à la semaine prochaine. Et ne cessez jamais de parler de la Palestine. Voilà. Merci beaucoup.